Bonsoir, sixième aparté ce soir. Nous sommes accueillis chez Post Architecte à Lille. Nous avons comme sujet les sociétés, sujet qui au premier abord n'est peut-être pas celui qui nous intéresse le plus, mais qui est pourtant fondamental pour notre devenir. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Laurent Bazin, expert comptable, société Axis Conseil, et Olivier Tresca, avocat. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci Jean-Charles, merci de nous accueillir effectivement ce soir. Ravi de pouvoir participer à cet aparté sur la création de structures d'architectes. Quand je regardais l'invitation, j'ai remarqué qu'effectivement on parlait de complexité, on parlait d'incertitude, etc. Et j'avais justement envie de commencer un peu par ça. Vous inviter à prendre un peu de recul. Je le fais souvent quand j'ai la chance de recevoir des créateurs d'entreprises. C'est de se dire, avant de se jeter dans le grand bain de la création, dans le grand bain des problématiques juridiques, comptables et fiscales, voire sociales, eh bien, de prendre un peu de recul et de se poser la première question du contexte dans lequel on est aujourd'hui. On appelle ça le contexte VUCA, qui est un contexte d'incertitude, d'enjeux, d'opportunités évidemment, puisque chaque incertitude peut faire aussi l'objet d'opportunités. On voit actuellement des prix matières qui explosent et qui peuvent évidemment vous poser question dans les projets. On a des problématiques de marque employeur, de recrutement qui effectivement nous posent question. On a une réglementation qui ne fait que venir complexifier aussi les choses en matière, par exemple, d'environnement ou de réglementation en matière de construction. Et donc, dans tout ce marasme-là, ou en tout cas dans tous ces engagements-là, eh bien, il est important de se poser et de réfléchir effectivement à quelle forme de structure je veux créer et pourquoi je crée ma structure et quelle forme j'ai envie de créer. Et pour ce faire, ma première aparté, entre guillemets, va être plutôt sur l'aspect réglementaire et avec une réforme qui est arrivée en 2019 et qui vient nous questionner sur le sens de l'entreprise que l'on a envie de créer. Cette réforme, c'est la loi Pacte qui est venue instruire la possibilité dans les statuts des sociétés de mettre ce qu'on appelle un objet social élargi, c'est-à-dire d'intégrer les enjeux RSE, responsabilité sociale et sociétale et environnementale, dans la structure, dans l'organisation de l'entreprise que l'on met en place. Et donc, cette loi qui est venue effectivement, qui permet effectivement ces enjeux-là, de mettre en place ces enjeux-là, eh bien, permet aux entreprises soit de se poser la question, ou tout le moins aux chefs d'entreprise qui créent leur activité, déjà se poser la question de quelle est la place de la RSE dans leur projet, et puis de se poser aussi la question de cette notion de raison d'être, c'est-à-dire vraiment ce pourquoi je crée mon entreprise aujourd'hui, ou pourquoi mon entreprise qui est déjà créée, eh bien, je vais la transformer mes sociétés, et en quelle consistance, quel sens je veux donner à l'engagement que je prends, quitte à l'intégrer directement dans les statuts de l'entreprise, à la fois avec un engagement qui est à la fois celui de la mission que j'ai envie de porter. Et cette mission, elle touche toutes les activités et bien sûr ici l'architecture, mais moi-même en tant qu'expert comptable, je suis devenu entreprise à mission et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a longtemps et depuis maintenant quelques années emmené aussi sur des projets qui donnent du sens, qui permet aussi de questionner la question de la gouvernance. C'est-à-dire que souvent on se dit en fait quel rôle je vais avoir, je vais être président, gérant majoritaire, entrepreneur individuel, etc. Mais là on va aller un peu plus loin et de se dire mais quelle gouvernance j'ai envie d'instruire dans mon entreprise, quelle organisation j'ai envie de mettre en place, quel management j'ai envie de développer dans mon activité, et tout ça a déjà une certaine influence sur le choix des structures que l'on pourrait envisager après. Et puis les engagements que je prends, la notion de vérification, c'est-à-dire que il est important de se dire que ce que l'on fait là, c'est pas juste pour faire beau ou mettre un petit peu de couleur sur les statuts de sa société ou sur l'organisation de sa société, mais c'est vraiment pour penser profondément l'organisation même et la responsabilité que j'ai par rapport à mes parties prenantes, que sont mes collaborateurs de demain,
mes clients, mes fournisseurs et l'ensemble des personnes avec qui je travaillerai dans la suite. Alors, quelques questions à se poser et que je pose souvent parce que justement, ça permet après d'y mettre, entre guillemets, la forme juridique la plus adaptée. Un questionnement sur les valeurs qui paraît important, qui est vraiment de se dire, mais voilà, le fameux why, là, le pourquoi je crée mon activité, pourquoi je crée mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle reflète. Et en fonction de ce que j'ai envie qu'elle reflète, est-ce que demain j'ai envie d'avoir des collaborateurs, j'ai envie d'intégrer dans mon activité mes salariés, mes clients, des partenaires, des prestataires, etc. Eh bien, toutes ces questions-là vont forcément avoir des incidences sur l'organisation que je mettrai en place. La deuxième question, le deuxième jeu de questions à se poser, c'est la notion de défi. Je l'ai dit, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, on aurait été bien malin en 2019 d'imaginer pouvoir anticiper à la fois la crise sanitaire, mais bien sûr aujourd'hui ces transformations macroéconomiques que l'on connaît. Eh bien, si on ne va pas jusque-là, mais en tout cas dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaît tous aujourd'hui, et ces enjeux par exemple climatiques et environnementaux qu'on peut rencontrer, eh bien, quels sont mes défis en tant que chef d'entreprise de demain? Comment je veux effectivement préparer ma structure à affronter entre guillemets ces enjeux-là dans 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que j'ai envie de travailler seul? Est-ce que j'ai envie de travailler à plusieurs? Et vous voyez bien où je veux en venir. Hein. Est-ce que je me projette déjà dans une association ou dans quelque chose de très indépendant ou très, très personnel? La vision de mon métier aussi qui va forcément influencer. Est-ce que mon métier fait l'objet d'une multidisciplinarité? Et dans ces cas-là, est-ce que j'ai déjà envie de penser à ça, d'organiser les choses en fonction de ça? Et là aussi, l'enjeu de la structure que je veux installer, que je veux créer, eh bien, va forcément être influencé par cette dynamique-là, par cet engouement qu'on peut avoir à vouloir ne pas travailler seul, mais intégrer à la fois, bien sûr, son métier, mais intégrer aussi dans ses enjeux ses clients, là aussi, ses fournisseurs, ses partenaires, ses collaborateurs de demain. Et tout ça, effectivement, a une importance dans la conception même, de la structuration même de l'entreprise. Et puis un dernier point qui souvent aussi est une question que je pose quand on commence à préparer son business plan. Alors, dire business plan égale des questions financières et tout ça, ben non, en fait, pas du tout. La première des questions à se poser quand on fait son business plan ou son modèle d'affaires, c'est de dire, ben voilà, en quoi j'ai envie d'être différent. J'ai affaire quand on a des architectes en face de soi, des gens qui sont très créatifs, très inventifs, voilà, et qui ont effectivement, c'est une culture qui est assez particulière, mais chacun d'entre vous, pourtant, a sa propre singularité, et dans la conception de son organisation, dans la création de son entreprise, et bien là aussi, il va y mettre un peu sa marque et ses particularités. D'identifier aussi, c'est important de bien identifier ses forces, et donc ses faiblesses, pour là aussi eh bien, choisir effectivement l'organisation qui sera la plus adaptée à ce que l'on est soi-même et à ce que l'on veut bien sûr pour son entreprise. Je vais prendre un exemple. J'ai une culture, voilà, j'ai un peu de culture financière, je suis entouré de personnes qui peuvent m'accompagner, etc. Eh bien, j'aurais plutôt tendance à avoir une structure qui soit relativement légère, qui permettra et donc de pouvoir partir sur des choses qui sont plutôt liées aux travailleurs non salariés, par exemple, qui vont pouvoir m'amener sur des choses où j'aurai des choix importants à faire. Je vais pouvoir orienter mon statut social et mon statut fiscal, et donc je vais pouvoir l'animer moi-même parce que j'ai cette culture-là. Ou alors je ne l'ai pas du tout, je vais plutôt m'être accompagné de façon importante par des conseils et par des professionnels du droit et du chiffre. Et bien dans ces cas-là, je vais adapter une structure qui sera peut-être un peu différente et qui va m'amener justement à avoir un accompagnement ou une structuration de mes conseils qui soit plus proche de ce que je veux faire demain. Voilà. Donc effectivement, cette notion d'environnement dans lequel je suis et effectivement de connaissance de soi-même permet aussi à un moment donné d'influencer ou d'orienter la création de la structure que l'on veut mettre en place. Voilà pour mon propos un peu introductif, mais ce qui me permet de donner la parole à Maître Olivier Tresca pour effectivement aborder peut-être de façon un peu plus concrète encore l'aspect création et l'aspect choix surtout des structures qui peuvent
être la vôtre de vos structures de demain. Voilà. Oui, merci. Alors, on a un peu tendance à dire, quand on voit un avocat, on va dire, ah, on va nous parler des problèmes. C'est vrai qu'on est là pour régler les problèmes, mais en préparant cette conférence et en écoutant ce qui vient d'être dit, je me rends compte qu'on a sensiblement écrit la même chose. On est sur la même longueur d'onde et je pense que vous avez des droits et des devoirs et vous avez surtout un seul devoir, c'est de protéger votre patrimoine pour vos enfants, pour votre famille, pour votre conjoint s'il y a un problème. C'est important parce que vous avez aujourd'hui une profession qui est extrêmement technique. Vous avez une tendance des tribunaux qui consiste à dire on va saupoudrer, on va mettre une part de responsabilité à l'architecte. Il y a très peu de dossiers qui passent au tribunal en matière de droit immobilier dans laquelle on ne met pas 1, 2, 10, 20, 30 ou 40% de responsabilité à la charge de l'architecte. D'où la nécessité de protéger au travers d'une société. Il ne faut surtout pas y aller tout seul. Enfin, je veux dire, on peut commencer son activité tout seul, sans société, à titre personnel. C'est extrêmement risqué. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire, c'est de créer cette société, non pas pour créer un espèce de rideau de fumée, un paravent qui vous permettra d'échapper à vos responsabilités. Ce n'est pas le problème. Mais c'est que vous avez un certain nombre de problèmes, d'aléas qui peuvent arriver, qui ne dépendent pas de vous et qui peuvent influer sur votre activité. Donc il est important, pour ma part, c'est la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est attention, ça permet de protéger votre patrimoine. Maintenant, on ne protège pas n'importe comment. C'est-à-dire que faire une société, je vous en supplie, si vous voulez créer une société, évitez d'aller sur Internet et aller trouver statut de société, de faire un copier-coller, de remplacer votre nom. Vous allez dans le mur. Parce que vous avez la première des choses à faire. Il faut savoir et avoir dans la tête un contrat se fait quand ça va bien pour servir si ça va mal. Donc si vous créez une société, c'est que ça va bien, mais il faut envisager si ça va mal. Et ça, seul un professionnel peut vous le dire. Parce que quand on se lance dans une activité, c'est pas pour dire oh là là, bah, s'il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Non. Vous êtes, si vous décidez de créer une société, vous êtes un entrepreneur, vous allez de l'avant. Et il faut vous entourer des gens qui vont vous permettre de baliser le parcours. Il faut des bouées de parcours. Et il faut que seuls des professionnels peuvent vous conseiller. Alors que ce soit l'expert comptable ou que ce soit un avocat spécialisé en droit des sociétés, il y a déjà une question à se poser. Si vous cherchez quelqu'un qui va vous accompagner au quotidien dans votre activité, c'est plus l'expert comptable. Si vous avez besoin de quelqu'un qui crée vos statuts, mais c'est surtout pour lui donner et de déléguer vis-à-vis de cette personne le contentieux, c'est plus l'avocat. Prenez pour principe que ça va bien se passer et qu'il faut s'accompagner au quotidien. Je ne plaide pas pour ma paroisse, mais l'expérience démontre que une grande partie des problèmes, c'est des problèmes de gestion. Alors maintenant, une fois que vous avez décidé de protéger votre patrimoine, quand vous avez décidé de créer une société, quand vous avez décidé de prendre un professionnel pour vous conseiller, là, vous avez passé les 3 passages obligatoires. Et c'est là où je rejoins votre propos. Il faut, et je trouve que la loi Pacte, elle est géniale, parce qu'on a induit une dimension supplémentaire qui est, grosso modo, la question philosophique, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et on arrive maintenant à attirer l'attention des créateurs d'entreprises sur le fait de dire, mais comment vous voulez travailler? Quels sont vos buts? Si c'est de faire de l'argent, vous pouvez effectivement créer une société, déléguer toute la gestion à l'expert comptable en disant crachez-moi un maximum de bénéfices et moi je ne m'occupe que de l'architecture. Ce n'est pas péjoratif. Chacun trouve son compte. Si vous décidez de faire de la maison individuelle dans une région qui n'est pas très riche, vous n'allez pas faire fortune, mais vous allez pouvoir transmettre un certain nombre de valeurs que vous avez chez vos clients. Mais si vous êtes dans ce type de société, dans ce type de situation, créez pas une ESA avec 6 millions de capital social, ça ne sert à rien.
Et les conseillers professionnels qui vont vous le dire, mais attendez, marchez sur la tête, vous êtes en train de créer une usine à gaz. Par contre, si vous voulez succéder à Franck Gehry, là, effectivement, vous avez intérêt à prévoir une société qui ait une base très solide, parce que vous savez que vous allez devoir embaucher du personnel, etc. etc. Donc, il y a toute une réflexion à se faire. Alors, créer une société, il y a un impact que vous allez avoir sur votre clientèle. Et ça, c'est important. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. C'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer dans des opérations d'envergure, etc., et que vous êtes tout seul, vous aurez du mal à convaincre vos partenaires d'affaires. Si vous créez une société, c'est plus sérieux. C'est peut-être de l'image d'Épinal, mais pas tant que ça. Parce que ça prouve que vous avez réfléchi à la manière de travailler, que vous avez réfléchi à quels sont les buts que vous allez donner à votre société, surtout si vous les affichez dans les statuts. Les statuts, c'est la pierre fondatrice, la pierre angulaire de votre activité. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir un professionnel, qui que ce soit. Parce qu'il va vous écouter, il va savoir quelle est votre réflexion, quel est le parcours que vous envisagez. Est-ce que vous envisagez d'embaucher? Est-ce que vous envisagez de faire grandir votre société par l'apport, par l'entrée d'autres associés, etc. Et il va vous permettre d'obtenir le cœur de cible qui vous convient. Si vous dites à la personne, voilà mon cœur de cible, il va vous créer une société dont l'importance va être exactement conforme à ce que vous voulez faire. Et ça, deuxième chose, créer une société. Alors, je ne sais pas si vous avez tous créé une société ou pas. On a toujours l'impression que c'est compliqué, que gérer une société, c'est compliqué. Oui, non, pas tant que ça. C'est vrai que c'est technique. Il y a des professionnels pour vous épauler. Une chose dont il faut se méfier quand vous créez une société et que vous commencez à exercer en société, le danger de faire un métier qui n'est pas le métier que vous avez choisi. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à gérer votre société alors que votre rêve, c'était de devenir le plus grand architecte que la France ait porté, ou même votre but dans la vie, c'était d'être architecte, vous allez être malheureux. Donc il faut savoir déléguer, pas délaisser, mais déléguer pour avoir des gens qui vont être capables, vous connaissant, sachant quelle est votre activité, sachant quels sont vos objectifs dans la vie professionnelle, qui vont vous aider à vous décharger d'un certain nombre de tâches. Je pense que le bon chef d'entreprise, c'est celui qui sait déléguer. C'est pas si facile que ça. Parce que si on délègue, il faut contrôler. Si on veut contrôler, il faut s'y connaître un peu quand même. Donc il y a tout un travail à faire. Mais c'est passionnant. Créer une société, ça vous permet un exercice à plusieurs. Un exercice à plusieurs, ça ne veut pas dire pour ça un exercice côte à côte. C'est-à-dire on peut faire une société. Moi, ce n'est pas comme ça que j'envisage la société. On peut très bien se mettre à 3 ou 4 et puis chacun faire son métier d'architecte et grosso modo faire une société de moyens dans laquelle on embauche du personnel, on achète du matériel, etc. Et chacun fait la même chose. Ce qui est intéressant dans la société, c'est la complémentarité. C'est le fait de pouvoir, à chaque moment, avoir à ses côtés quelqu'un qui a une vision de la société, de l'architecture qui globalement correspond à l'idée que vous avez, mais qui a une clientèle de communes, l'autre qui a une clientèle de société, le troisième qui a une clientèle de particuliers, etc. L'approche est différente, mais les différences enrichissent. Et ça c'est important. Ça vous permet également de structurer une activité. C'est-à-dire qu'il est quand même préférable d'être à 3 ou 4 pour acheter une machine assez chère que d'être tout seul et de dépenser plus que vous n'auriez eu envie. Ça, c'est le danger des sociétés unipersonnelles où on dépense, et puis à la fin, on se rend compte qu'on n'a plus aucune rentabilité. Alors ça, il y a l'apport notamment des experts comptables qui sont capables de vous dire attention, il y a une dérive.
Vos frais généraux augmentent. Bah oui, mais parce qu'on vient d'acheter une machine. Ce n'est pas le problème. Je veux vous mettre le point de dire, attention, il faut que vous le sachiez. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins qu'il y ait quelqu'un. La société, c'est vraiment savoir s'entourer. Il faut créer une société au départ qui vous permette de laisser un maximum de portes ouvertes. Si vous créez une toute petite structure, dites adieu au marché public, dites adieu aux grands marchés, vous n'y arriverez pas, sauf à faire évoluer la société par la suite. Mais évitez dès le départ de vous fermer des portes. Il faut que le champ des possibles est immense et il faut ne pas se bloquer. Une autre chose, et ça c'est très difficile, au fil du temps, faire ce que l'on aime. Et ce n'est pas si évident. On a des contraintes journalières pour payer le personnel, pour payer les charges. On est dans la gestion d'une société, c'est assez technique. N'oubliez jamais ce que vous aimez, c'est-à-dire être architecte. C'est quand même l'âme de votre vie professionnelle. C'est l'architecture, c'est pas de créer une société. Enfin, je dirais, nous, on sera ravis, on vous créera des sociétés, des holdings, des trucs et des bazars, mais ce qu'il faut, c'est faites ce que vous aimez. Si vous voulez créer une société tentaculaire parce que ça vous plaît d'aller chercher des marchés dans le monde entier, faites-le. Allez voir un expert comptable ou un avocat qui vous dira « Ah, là, pour ce type d'activité, voilà le type de société qui va vous permettre de faire ce que vous aimez. » Créer une société, et ça, quand on interroge tous les chefs d'entreprise, les créateurs d'entreprise, quel est le but premier de quelqu'un qui crée une société? C'est paradoxal, mais c'est être libre. C'est-à-dire que vous allez vous mettre un nombre de problèmes considérables sur les épaules, mais vous serez libre. Vous allez avoir une problématique de gestion du personnel, de gestion de la clientèle, de gestion des flux financiers, etc. etc. Mais la majeure partie des gens qui ont créé des sociétés disent « je voulais être libre ». Créer une société et être dirigeant de société, c'est extraordinaire quand nous, on est les maîtres nageurs et vous, vous êtes dans le bassin et nous, on vous regarde nager. Et quand on reçoit des clients qui ont créé ou qui sont en passe de créer une société ou qui modifient la société, eh bien, vous vous rendez compte que ces gens ont acquis des connaissances pluridisciplinaires. Il n'y a pas que l'architecture. Ils ont développé une affinité particulière avec les ressources humaines, avec la relation client. Ça amène ce métier d'architecte, c'est un peu comme toutes les professions libérales, ça vous permet d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre de progresser dans l'activité professionnelle que vous avez. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à toutes les catégories de professions. Enfin, quand on parle de la société, vous avez un avantage considérable, c'est vous qui fixez votre rémunération, ce n'est pas votre employeur, c'est vous l'employeur. Donc c'est vous qui fixerez le montant des rémunérations. Vous dépendrez évidemment de la bonne marge de la société, mais vous êtes le seul maître. Alors, c'est magique de créer une société, c'est absolument merveilleux, on va tous y aller. Il y a quand même des inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est on ne perçoit pas de salaire pour faire la transition. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de rémunération. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut assimiler. Si vous êtes salarié et que vous décidez de créer une société, vous n'aurez plus cette sécurité de l'emploi, cette sécurité financière. Vous serez à la merci des aléas que vous ne connaissez pas. Il y a des tas de gens qui se disaient on va faire des structures en bois, le prix du bois a explosé. On va faire des structures acier, le prix d'acier a explosé. La guerre en Ukraine, ça n'a pas arrangé les choses. Vous avez des délais qui se multiplient. Ça, ce sont des contraintes extérieures que vous ne maîtrisez pas, mais auxquelles vous devez impérativement vous adapter. Et c'est pour ça qu'il faut créer une sécurité au sein de votre entreprise en prévoyant s'il y a une baisse de rentabilité, comment je réponds à ça. S'il y a une trésorerie qui arrive, comment je vais répondre à ça. Il faut avoir, sur ce plan-là, une extrême rigueur.
Et le fait de s'entourer de professionnels vous permet d'avoir quelqu'un qui est totalement extérieur à la société, qui n'a pas d'intérêt dans la boîte et qui va vous taper sur les doigts avec sa règle en disant attention là, vous faites n'importe quoi. C'est important. Être chef d'entreprise, c'est savoir écouter, c'est pas savoir commander. Si vous ne savez pas écouter, vous ne pourrez pas commander. Donc c'est important d'écouter tout le monde. Vous avez des contraintes fiscales, administratives, comptables. Heureusement, vous avez les experts comptables qui sont là. Vous aurez des contraintes parce que vous avez un client qui est mécontent, qui va vous attraire en justice, qui va vous engager un procès. Vous avez les avocats qui sont là. Et vous aurez surtout quelque chose que c'est moins sensible chez les architectes, c'est cette gestion du temps. Vous êtes salarié, vous travaillez 35 heures par semaine, vous êtes employeur, c'est plutôt 60 à 70. Les architectes, vous n'avez pas tout à fait ce problème-là, parce que depuis que vous êtes étudiant, vous êtes charrette. Moi, des membres de la famille, des amis qui sont architectes, et je les vois souvent en disant oh non, là, je peux pas venir. Mais il faut savoir que quand on crée une société, on multiplie les heures. Parce qu'on est un peu au four et au moulin. Et dernier point des explications, après je vous retransmettrai la parole, c'est peut-être le principal inconvénient du chef d'entreprise, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver seul pour régler des problèmes qui vont impacter la vie de plusieurs familles, plusieurs dizaines, cinquantaines, centaines de personnes, et vous allez être seul à devoir prendre ces décisions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut prévoir. Et la meilleure façon de prévoir ce genre de choses, c'est de rencontrer des gens, des personnes qui ont créé une société, qui ont quitté une société, qui sont en retraite, mais qui ont eu la même problématique que vous. Tout ce qui est club service, etc., c'est pas mal, parce que ça vous permet de discuter des problèmes que vous rencontrez au quotidien avec des gens qui rencontrent, même si leur activité n'a rien à voir avec l'architecture, qui vous permettent de comparer votre expérience en disant attention, hein, moi j'ai fait ça, je me suis planté, ou là, je ne pensais pas que ça allait marcher, mais ça a marché. Et ça vous permet, mine de rien, de alléger considérablement la pression psychologique de l'entrepreneur. Et dernier point de mes explications, faites toujours extrêmement attention à préserver, lorsque vous êtes employeur, lorsque vous êtes entrepreneur, essayez de conserver un équilibre entre le professionnel et le personnel et familial. On a trop tendance à se faire, c'est très chronophage une société, c'est jamais le moment de partir en vacances. Quand on est en vacances, il y a toujours 25 coups de téléphone à passer. Non, il faut faire extrêmement attention à ça. La solution sur ce plan-là, me semble-t-il, est de vous associer, et de savoir vous entourer en déléguant un maximum autour des personnes que vous allez faire rentrer dans votre société, en veillant absolument à ce que les personnes que vous allez rentrer dans votre société partagent vos valeurs. Parce que le quotidien est un dictateur, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un comptable au sein de la société, vous allez prendre un comptable en disant on va prendre le premier qui vient, il est bon, il est sorti premier de son école, mais ce type-là, ou cette femme-là, ne partage peut-être absolument pas les valeurs. Et vous allez créer un point de fixation, vous allez créer un nouveau problème, vous en avez assez. Donc faire attention à ce que lorsque vous avez du personnel ou des associés dans votre structure professionnelle, ils partagent les mêmes valeurs. Voilà, je vous recède la parole. Je m'excuse si j'étais un peu long. Non, mais merci. Puis, ça fait tout à fait la transition parce que, sans rentrer, on ne va pas rentrer dans une description de l'ensemble des possibilités en matière de création de société, mais juste peut-être pour renforcer ce qui vient des titres là, au moins sur l'aspect, on dit toujours le choix du statut social du dirigeant. Dans le mot social, il faut être beaucoup plus large que simplement les cotisations sociales, son régime de sécurité sociale ou son régime de prévoyance. L'idée là, elle est vraiment de se dire, mais quel est mon statut déjà patrimonial? Et donc, par rapport à mes obligations ou mes engagements patrimoniaux, par rapport à ma structuration, par rapport au fait que je sois marié, concubin, pacsé, célibataire, etc., enfin enfant, pas enfant, voilà.
tous ces sujets-là vont forcément avoir un enjeu, avoir une implication assez forte sur le choix de la structure que vous allez devoir faire. Et je pense que c'est important de le signaler. Au-delà du choix qu'on peut faire stratégiquement en disant est-ce que j'ai intérêt à être travailleur non salarié, donc statut qui est plutôt statut qui est représentatif soit de l'entreprise individuelle, soit de la SCRL, ou alors majoritaire, soit dans un statut d'assimilé salarié. Je répète évidemment ce qui vient dit tout à l'heure, on n'est pas salarié de son entreprise, on est évidemment dirigeant et en responsabilité par rapport à ça, mais dans un statut qui est un peu plus protecteur sur l'aspect social. Mais tout ça encore dépend de l'organisation dans laquelle on est, dépend de la structuration familiale dans laquelle on est, dépend des enjeux et dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Et c'est important de bien positionner les choses. Et donc, ne pas tomber dans l'aspect catalogue des choses en disant mais qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme solution, mais plutôt quelle est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui et peut-être demain, voire après-demain, et dans lequel je veux m'inscrire durablement. Le choix de la société ou de la forme de l'entreprise est à peu près identique entre l'entreprise individuelle ou évidemment la société, qu'elle soit société à responsabilité limitée ou société par action simplifiée. On va avoir effectivement là des choix qui sont plutôt des choix structurels qui vont être liés à tout ce qui vient d'être dit, à la fois sur l'enjeu que l'on veut mettre en place, à la fois sur les risques que l'on va prendre, à la fois sur le choix aussi des associés ou futurs associés qu'on aimerait intégrer dans notre structure. Et puis, autour de ça, eh bien, viendront s'inscrire ce qu'on appelle des pactes d'associés, donc des choses qui vont permettre de régler de façon interne, presque une notion de règlement interne, eh bien, le fonctionnement même de notre relation entre associés. Et c'est ça qui est aussi important à imaginer et qu'il faut imaginer dès le départ On a des formes de structures qui sont un peu nouvelles, qui sont en train de se développer. On parle beaucoup de scope. Pourquoi ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une recherche de sens. Et on se dit, mais tiens, on aimerait pouvoir créer son activité sans avoir de dirigeants majoritaires. On voit effectivement cette problématique de statut ou de notion très pyramidale de l'organisation de l'entreprise. C'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être abordés, mais là encore, s'il n'y a pas toute cette phase préliminaire de réflexion sur le sens que je veux mettre à mon entreprise, l'organisation que j'ai envie d'y mettre, les relations que je vais avoir à la fois avec mes associés, mes collaborateurs et mes parties prenantes, eh bien ces formes-là, là aussi, ne sont pas affichées comme un catalogue qu'on appliquerait dans la structuration de son entreprise. Pour faire ça, on a besoin de se poser, on l'a dit, sur l'aspect évidemment du sens, des valeurs et des enjeux, de la raison d'être et des enjeux de son entreprise, mais on doit aussi se poser sur l'aspect un peu plus technique. Donc bien sûr, on l'a dit, le choix de la structure de l'entreprise, des choix fiscaux aussi qui vont venir assez vite, qui sont assez, évidemment, qui sont importants, sur lesquels il faut évidemment pouvoir avoir une vision assez large des choses. Est-ce que je vais être un indépendant ? Est-ce que je vais être plutôt sous une forme société avec des impositions, ce qu'on appelle les impôts commerciaux, l'impôt sur les sociétés, les TVA, etc. Et donc des choix à la fois de régimes fiscaux, mais aussi des choix d'organisation qui vont nécessiter soit d'avoir une régularité plus ou moins importante sur le suivi administratif et comptable de son entreprise. Petit point aussi sur l'aspect statutaire. Vous faites partie d'un ordre professionnel et c'est vrai que souvent le passage obligé, quand on crée une société d'architectes, le passage obligé devant l'ordre des architectes est un point important qu'il ne faut pas minorer, qui est un point aussi de réflexion et de se dire des copies conformes de statuts qui existeraient, mais se dire effectivement en quoi je dois respecter un certain nombre d'engagements que je prends aussi par rapport à la profession que j'épouse. Et donc, voilà, il y a vraiment ce lien qui est important à créer et à garder avec l'ordre professionnel, avec la réglementation professionnelle que vous avez. Voilà pour les principales choses. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail des obligations. Pour aller plus loin, on se projette quand on crée sa société. Alors, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la priorité, mais il faut quand même le faire à un moment donné. Sur la notion de prévisionnel d'activité. Qu'est-ce que j'ai envie d'organiser ? Donc là, on va se poser aussi sur des aspects un peu plus financiers.
à la fois sur, on disait tout à l'heure, les investissements, mais aussi l'équipe qu'on va vouloir mettre en place, l'ensemble des frais que auxquels ça va correspondre, et donc en contrepartie, eh bien, quels sont les enjeux d'activité, de chiffre d'affaires qu'il faut pouvoir développer pour eh bien, que votre société puisse évidemment fonctionner dans le temps. Avec aussi des contraintes qui sont liées à votre profession, hein. On parle d'investissement, mais on peut aussi parler de l'assurance, qui est un point assez important, assez épineux dans vos métiers. On sait que la responsabilité est importante, et donc ces notions d'assurance doivent être prises en compte dès le départ aussi de la création de votre structure. Et puis, je voulais aussi faire un petit focus sur l'aspect digitalisation. On sait qu'aujourd'hui, on a parlé des obligations, et je remercie Maîtresca effectivement de faire promotion de notre métier d'expertise comptable. Mais aujourd'hui, nos métiers sont de plus en plus digitalisés, sont de plus en plus dématérialisés. Et dès la création de sa société, il faut avoir conscience de ces obligations qu'on peut mettre en place, de ces choses qu'on peut mettre en place, qui vont vous permettre à la fois de piloter votre entreprise, d'assurer d'abord les obligations fiscales et comptables, mais aussi de piloter votre entreprise de façon régulière. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, la relation que l'on a entre eh bien, le chef d'entreprise et le conseil, eh bien, c'est évidemment de se focaliser beaucoup plus sur l'accompagnement des créateurs d'entreprise, et donc d'être moins sur l'aspect suivi administratif et comptable. Et donc c'est vrai que ces outils qui nous sont aujourd'hui mis à disposition nous permettent, j'en suis deux titres d'exemple, mais nous permettent, je n'ai aucune action avec eux d'ailleurs, mais nous permettent effectivement de fluidifier cette relation et d'être plus proche de vous en matière de conseil et d'accompagnement, parce que la création d'entreprise, c'est pas à l'instant T juste avant de déposer ses statuts, mais c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, puis après on laissera la place aux questions-réponses. Je voudrais bien rebondir sur le problème des assurances. C'est quelque chose qu'on a... on a vu des catastrophes. Moi, j'ai vu des sociétés ou des architectes ou des professionnels partir en chaleur et lumière parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas eu ce problème d'assurance en tête. Je vous disais au début de mon propos tout à l'heure que la société permettait de préserver votre patrimoine. Oui, pas toujours. Parce que si vous faites des fautes de gestion et que vous faites faillite avec votre société, la faillite peut être étendue à vos biens personnels. Il y a une chose, moi, qui me frappe chez les architectes, c'est la responsabilité que vous engagez quand vous vous lancez dans des grosses opérations. Et ça, il faut impérativement avoir, lorsque vous déclenchez un gros dossier, c'est l'euphorie, tout le monde est content, l'équipe boit le champagne, immédiatement, il faut avoir le clignotant qui s'allume en disant est-ce que le chantier que je prends est conforme à l'étendue de ma garantie d'assurance, et si ça n'est pas le cas, je prends une assurance spéciale pour le chantier, quitte d'ailleurs, et c'est parfaitement admis par les clients, à entrer dans le coût de l'opération cette franchise d'assurance qui est loin d'être neutre, mais qui permet également aux clients, un, d'être sécurisé parce que s'il y a un problème, il est couvert, et deux, d'avoir confiance en l'architecte qui va lui dire attention, moi je prévois tout. Et on blinde. Et donc, ce problème d'assurance est important. On parlait également de la structuration de votre activité et du fait d'avoir toujours en tête quel est l'objet que j'ai envie. Alors, nous, on appelait ça l'objet social, c'est très aride. Maintenant, c'est l'objet philosophico-industriel que vous allez avoir. La société, c'est votre maison. Vous allez y passer quasiment, quelquefois, plus de temps que chez vous. Et lorsque vous construisez une maison pour des clients, vous leur demandez ce qu'ils veulent. Est-ce que si ce sont des fêtards, ils veulent une grande pièce de réception? Si c'est des gens qui ne sortent pas beaucoup, ils veulent des grandes chambres, etc. Mais vous cherchez à connaître leur mode de vie. De manière à ce que dans l'appartement ou dans la maison que vous avez construite pour eux, ils s'y sentent bien. Et c'est important de créer votre propre maison, c'est-à-dire votre société, pour vous sentir bien. Et c'est pour ça qu'il faut... Moi, j'ai coutume de dire à mes clients, prenez une page blanche et puis vous mettez 2 colonnes, ce que je veux, ce que je ne veux surtout pas. Et après, vous allez voir vos conseils en disant, voilà, à vous de jouer, donnez-moi la société, donnez-moi
le mode d'activité qui correspond à ce que je veux aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'une société, c'est un peu complexe, mais vous pouvez la faire évoluer. Si un jour, l'objet que vous aviez en tête, absolument merveilleux, magique, à 20 ans, c'est plus le même à 50 ans, vous pouvez changer la société. Vous pouvez dire, en fonction des impératifs que l'on a aujourd'hui, qui n'étaient pas les mêmes qu'il y a 20 ans, je vais évoluer. C'est important de se sentir bien dans l'activité que l'on exerce au quotidien. Juste peut-être une précision sur cette question de bien définir ce que je veux. C'est souvent ce qu'on demande aussi quand on vient à plusieurs, quand on est dans un modèle d'association. Je parlais tout à l'heure du pacte d'associés, mais c'est vraiment parce que les statuts ne peuvent pas tout prévoir, on ne peut pas tout rédiger dans des statuts, mais c'est vrai que cette réflexion qu'on peut avoir de dire pourquoi on veut s'associer, comment on veut le faire, quelle évolution on aimerait avoir ensemble, voilà, c'est comme un contrat de mariage. Évidemment, on pense toujours que ça ne sert à rien, puis un jour on se dit zut, on aurait dû en faire un. Là, c'est un peu la même chose, c'est qu'un pacte d'associés, c'est vraiment d'imaginer ou de penser à certaines choses qui peuvent arriver, de se dire, voilà, au moins ça on l'a réglé, au moins ça on l'a pas forcément solutionné, mais au moins on a traité le sujet. Voilà. Et je pense que c'est important de se poser. Ça vous permet également de régulièrement, tous les 3 à 5 ans, de relire le pacte d'associés que vous avez passé avec vos associés et de voir si tout le monde est toujours en phase. Parce que vous avez quelqu'un, si vous avez 5-6 associés, il y en a peut-être un qui va être mis sur le bord de la route parce qu'il n'a pas suivi l'évolution. Et là, il y a une question à se poser, à savoir, est-ce qu'il est toujours dans l'équipe? Est-ce que le fait de le garder va nuire ou pas à l'équipe? Est-ce que lui a envie de sortir et n'ose pas vous dire? Ou est-ce qu'il a envie qu'on l'aide à évoluer sa société? C'est difficile de dire, bon allez les enfants, on va mettre les statuts sur la table et on les réécrit. Non, le pacte d'associés permet d'avoir cette piqûre de rappel qui dit est-ce qu'on est toujours en phase? Question Au fond de la salle. Comme on a un problème de micro, on doit prendre le micro filaire, et donc je vais faire le monsieur loyal, et donc je vais aller donner le micro aux personnes qui veulent interroger. Merci. Je rebondis sur l'expression bien définir ce que je veux. Je veux dire, M. Bazin. Parce qu'effectivement, c'est sans doute par là que commence la construction d'un projet professionnel qui engage aussi la personne. Donc c'est pas seulement professionnel, c'est aussi personnel. Mais je pense que les jeunes architectes que j'ai affaire, je sais pas pourquoi, tout de suite, ils se posent aujourd'hui, parce que les choses changent vite, ils changent beaucoup pour notre profession. Plutôt la question de savoir ce que la société est en droit d'exiger. Et ça, c'est un petit peu différent. Parce que, en tant qu'enseignant, j'ai affaire aussi, je suis aussi en charge, par exemple, de la première session d'habilitation à l'exercice en maîtrise d'œuvre en nom propre à l'école d'architecture de Lille. Et donc j'ai affaire à des jeunes architectes, enfin plus ou moins jeunes d'ailleurs, hein, qui sont sortis diplômés ADE, donc architecte diplômé d'État, de 6 mois à 10 ans, pour certains, qui ont déjà une expérience en agence assez longue, etc., et puis qui souhaitent obtenir l'habilitation de façon à exercer pleinement leur activité. Et aujourd'hui, et depuis 3-4 ans, c'est pas très vieux, tu participes à des jurys peut-être aussi, tu vois, à Chémo, on voit que le débat, il est vraiment posé sur ce terrain-là, c'est-à-dire, c'est une profession reconnue d'utilité publique, on a un devoir, vous le disiez M. Bazin, on a un devoir vis-à-vis de ce droit ou de cette charge qui nous est confiée en tant que professionnel d'utilité publique, si je puis dire, et donc on a des comptes à rendre, et il faut que l'on se positionne par rapport aux grands enjeux actuels dans la société. Donc, la question de savoir quelle est la forme sociétale la plus appropriée, elle passe, et vous l'avez dit aussi, après la question de savoir comment je me positionne, mais comment la société souhaite que je me positionne. Donc c'est une modulation importante, je crois, parce que ça engage aussi toute une réflexion de la part de ces jeunes architectes sur justement la question de la forme de la société plus agile,
plus, pluridisciplinaire, qui prend conscience d'un risque que l'on connaît, enfin, je veux dire, qui est un peu historique dans cette profession-là, mais qui est aujourd'hui peut-être plus important qu'hier, le risque, parce que l'avenir est plus incertain qu'hier, et donc la notion de risque, et comment le partager, comment l'anticiper, etc., devient aussi quelque chose de prégnant dans la réflexion que peuvent avoir ces jeunes architectes sur la façon d'exercer demain. Et donc, peut-être que ce qu'ils attendent de professionnels comme vous, qui peuvent être des aides et des conseils avisés sur ces sujets-là, c'est comment sécuriser une profession qui est en pleine mutation, qui voit aussi s'exercer des pressions, pas seulement celles des clients, mais aussi de celles du milieu dans lequel nous exerçons, qui comprend aussi tout un tas d'autres acteurs qui sont les bureaux d'études, par exemple, qui ont tendance à vouloir étendre aussi leurs prérogatives. Et on est très très soumis aussi, par exemple, à des, comment dire en France, à des grands mouvements de fonds anglo-saxons sur des sociétés de plus en plus grosses et pluridisciplinaires qui brassent à la fois l'immobilier, l'architecture, la déco et puis le service après-vente, enfin bon, qui sont de plus en plus, qui agissent à l'échelle mondiale. Et donc la question de l'acteur artisanal, par rapport aux enjeux aujourd'hui et aux savoir-faire ancestraux qui sont aussi de nouveau sur la table par rapport à la façon de faire, le mode constructif, etc. Et puis le grand écart avec les grands enjeux internationaux, etc. Voilà toutes les questions dans lesquelles, ou les enjeux dans lesquels il faut un peu se positionner, enfin, les jeunes architectes sont amenés à se positionner. Et ce qui voudrait peut-être avoir, la réponse n'est pas sans doute facile, c'est comment finalement préserver son patrimoine, il faudra déjà le constituer, mais finalement sécuriser son exercice, être plus opportun, plus adapté à une situation, plus même proactif par rapport à une situation, moins prestataire que promoteur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire promouvoir des nouvelles techniques, des nouvelles idées, etc., par rapport à les clientèles privées, publiques que l'on peut avoir. Voilà toutes les questions qui se posent à eux. Non, mais je pense que dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais commencer par ça, par cette complexité qu'on rencontre aujourd'hui. Tous les modèles ne sont pas écrits. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ça. C'est vrai que de se mettre de façon un peu innovante, on parle de scope, etc. Mais tous ces modèles-là, même d'entreprise, d'organisation, etc., sont plutôt en émergence, quoi. C'est plutôt nouveau, c'est plutôt parce qu'il y a une recherche de quelque chose qui est différent. C'est vrai que la complexité est importante. C'est vrai que se protéger nécessite quand même de faire référence à des règles de droit, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir, c'est parce qu'effectivement c'est des choses qui sont prégnantes, mais pour autant dans un contexte qui est très évolutif et qui est de moins en moins tourné vers soi, même si la protection individuelle est importante, mais aussi tourné vers les autres. Et c'est vrai qu'à la fois le contexte économique, le contexte du marché, le contexte environnemental, le contexte social, la difficulté aujourd'hui, je le vois chez mes clients architectes, de recruter, la difficulté aujourd'hui de devoir investir dans des outils informatiques conséquents, etc. Tout ça, et des révolutions même du métier en tant que tel, tout ça évidemment pose question. Et donc je pense que d'avoir une structure quand même qui permet de s'assurer une certaine protection, entre guillemets, sociale, administrative, juridique, etc., est important, tout en gardant cette souplesse. Et on disait tout à l'heure, en discutant, Maître Ska, c'est-à-dire l'entreprise, elle n'a pas vocation non plus alors, sur les statuts, il est marqué 99 ans. Mais elle n'est pas obligée de rester 99 ans, quoi. Et donc, on a aussi des modifications, on l'a dit. On peut changer sa forme de structure. On peut commencer en indépendant et puis passer en société, et puis devenir, et puis s'associer, et puis faire des choses différentes, et même revenir en arrière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de difficulté. Toujours un peu de formalisme à mettre en place, mais sur le principe, on peut imaginer des choses. Voilà. Et donc, cette souplesse, cette agilité, elle est évidemment importante. Je ne pense pas qu'on ait les solutions à tout. Oui. Enfin, je suis même sûr qu'on n'ait pas les solutions à tout d'ailleurs. Et que ça nécessite, pour nous professionnels, justement d'être dans l'écoute.
et d'éviter, moi je me bats un peu par rapport à ça, c'est parfois la facilité, hein, mais d'éviter le catalogue de solutions toutes faites. Je pense sincèrement que c'est la pire des choses qu'on puisse vous apporter. Oui, et puis il faut aussi avoir en tête que la société n'est pas la solution universelle. C'est un mode d'exercice. Donc que la société vous protège, c'est une chose, mais ce n'est pas la société que vous allez créer qui va vous permettre d'évoluer dans votre exercice professionnel. C'est un outil. Vous allez évoluer dans le sens professionnel. On parle de... on a une fâcheuse tendance en ce moment à voir les gros groupes de construction qui font disparaître les architectes au profit des bureaux d'études en disant bon, on a besoin d'un architecte, nous on fait des cages à poules et puis il n'y a pas besoin d'un architecte pour ça. La solution de ça, c'est que l'architecte, je vais un peu vieux-coniser, mais fasse bien son métier. C'est-à-dire que si vous avez une clientèle qui se reconnaît dans le service que vous allez lui donner, ça vous met à l'abri d'un certain nombre de difficultés. Si vous exercez votre activité professionnelle sur un plan international, vous allez être en but aux grands groupes mondiaux. Si vous êtes dans une activité nationale ou régionale, il y en a un peu moins. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y en a plus. Mais ce n'est pas la société qui va vous faire réfléchir. Par contre, la société va vous permettre d'avoir accès à un certain nombre de gens qui ont des opinions différentes, et notamment d'autres architectes qui ont des opinions, et qui vont vous permettre de réfléchir à tout cela. Maintenant, il est vrai que l'on a une pression des intervenants extérieurs sur les architectes qui ils demandent toujours plus et plus de responsabilités. C'est pas le statut social, enfin c'est pas le mode d'exercice de la société qui va vous régler le problème. Par contre, ce qu'il faut, c'est vous créer ce que je vous disais au début de mon propos tout à l'heure. Les contrats se font quand ça va bien, bon ça va si ça va mal. Si un jour il y a des difficultés et que le mode d'exercice que vous avez choisi au départ n'est plus adapté, c'est effectivement technique, mais ça peut changer. Mais encore une fois, ça n'est pas le type de société qui va vous permettre de répondre à ces questions de responsabilité ou ces questions philosophiques sur l'urbanisme, l'architecture, etc. Et le droit de l'entreprise évolue. C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai insisté dès le départ sur cette notion de loi Pacte, pour montrer qu'on n'est pas sur quelque chose de complètement figé, quoi. Il y a des choses qui évoluent quand même, et qui prennent en considération des aspirations qui sont assez nouvelles. Donc moi, je pense que cette notion, je donne l'exemple du bien commun, mais cette notion de bien commun qui est intégrée dans le statut de l'entreprise, dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le fondement même de la société qu'on crée, pour moi, elle doit être inspirante aussi dans les modèles d'organisation. Donc je suis assez d'accord pour dire que la société est un outil. La société, sur le plan juridique, est un outil, comme il y a plein d'autres outils. Et comme vous avez plein d'autres outils dans vos métiers. Mais voilà, au-delà du choix de l'outil qui sera le plus adapté, je pense qu'il est important, c'est le pourquoi et le sens qu'on met dans notre action. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est, Straska, vous avez dit tout à l'heure, quand on démarre, il faut savoir si on a envie de faire une petite ou une grosse société. Ça me pose vraiment question parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est sur quels critères qu'on se pose ça? Quand on démarre, se dire j'ai envie d'être une société un peu modeste et acheter ma liberté. Donc ça veut dire quoi? Je mets un tout petit capital et puis j'ai pas envie de grossir, ou justement faire une grosse société, c'est s'infliger un gros capital, donc un gros fonds de roulement, et puis parce que j'ai tout de suite l'ambition d'avoir des salariés, d'aller sur des gros marchés. C'est assez complexe, ces questions à se poser dès le démarrage. Du coup, je trouve ça intéressant de creuser un tout petit peu ce point-là. Et une deuxième question plus pragmatique, c'est est-ce que votre conseil à tous les deux, parce qu'on m'a posé la question il y a peu, c'est qu'en cas d'association, quand tout va bien, tout va bien. Le jour où ça va moins bien, il faut trouver des portes de sortie. Et on m'a proposé ça, et j'ai eu d'autres conversations, c'est de se dire qu'on donne une petite part du capital à un tiers, éventuellement un professionnel, expert comptable, qui pourrait garder 2% par exemple d'une société, donc 49 plus 2, pour que l'expert ou l'avocat, à la fin, ce soit lui qui prenne la position de dire qu'est-ce qui est meilleur pour la société et non pas pour les individus. C'est une question assez pertinente, mais je n'ai pas de réponse.
D'abord l'avocat. La première, petite ou grosse société, il ne faut pas déformer mon propos, mais si vous sortez de l'école d'architecture et que vous décidez de vous lancer dans des grandes opérations, d'abord il faut avoir la clientèle, et puis créez pas une société anonyme avec un capital monstrueux. Il faut savoir adapter. Après, vous avez des gens qui ne veulent pas créer une société tentaculaire, qui veulent à la limite être l'architecte de leur quartier, ça leur suffit, pourquoi pas, c'est un mode d'exercice. Donc le choix n'est pas définitif. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer une carrière en créant une énorme société, sauf si vous êtes le génie des Carpates, mais bon. Alors après, votre deuxième question de dire je vais rentrer Dieu dans la société, je vais mettre 2%, comme ça il va me donner la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord entre les associés, je ne vois pas ce que l'avocat ou l'expert comptable pourrait venir dire en tant qu'associé, parce que là, vous biaisez le système, c'est-à-dire qu'on n'est plus indépendant vis-à-vis de la société, on est porteur de parts. Alors, si votre société, elle fait 200 000 euros de bénéfices, ok, si elle en fait 200 milliards, on n'aura peut-être pas la même approche. Donc, ce qu'il faut pas, je vous disais tout à l'heure, la solitude du chef d'entreprise, vous allez devoir prendre ce genre de décision. Nous sommes là, nous sommes des conseils pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Si vous nous rentrez à 2% dans votre société, vous allez vous dire, bon, les deux comiques, là, vous ne travaillez pas, vous avez 2% de la rémunération, on va biaiser le truc. Ne nous dis pas de faire ça, tu es associé, c'est pas bon, j'estime que c'est pas bon pour la société. Bah oui, mais je suis avocat et je vous dis, attention, là, non. Ou je suis expert comptable et non, ça, vous ne pouvez pas le faire. Et on devient associé, on n'est plus conseil. Oui, je vais réagir aussi à cette question-là, parce que moi, un peu. Sur la première, en fait, le choix de la structure, le choix de la forme sociétale n'a pas d'impact sur la taille de notre société. Et donc on peut, à mon avis, on peut commencer en se créant sa petite SASU, donc unipersonnel, sa SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, et puis se dire demain, bah, tiens, on va être 2 associés, on va le transformer en SAS, et puis on aura 3 associés, 4 associés, et puis on aura une vingtaine de collaborateurs. Peu importe, encore une fois, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on tourne dans le catalogue. Voilà. Le choix de la société, le choix de la structure sociétale n'impacte pas le projet qu'on a envie de se créer ou l'envie qu'on a à faire. Et parfois, il vaut mieux commencer par être en société, même si on est tout seul, parce que ça correspond mieux à ses attentes et là encore à son environnement patrimonial et personnel. La deuxième question, laissez-nous notre indépendance. S'il vous plaît. Venez pas nous intégrer, en tout cas moi je le refuserai. Je veux vraiment rester totalement indépendant dans les conseils et dans les réactions que je pourrais avoir vis-à-vis de la société et les choix que vous faites dans la société. Et entre nous, d'être à 49 et 2 parts pour un troisième qui malheureusement se retrouve un peu coincé entre les deux, ne changera rien. Voilà. Ne changera même jamais rien, parce que si on ne s'entend pas à 50-50 et qu'on ne s'entend pas à 49-49, ça ne change rien, c'est la même problématique. De toute façon, il faut qu'il y en ait un qui sorte, que l'autre qui reste, ou que les deux sortent, mais en tout cas, il faut trouver une solution. Et donc jamais je n'ai vu des litiges se solder parce que j'arrivais à récupérer 51% des parts, et celui de 49 était considéré comme minoritaire, ça ne marche jamais comme ça. Donc ça ne solutionne rien. C'est évident que là encore, le fait d'avoir écrit correctement les engagements que l'on prend les uns les autres et de s'être mis entre guillemets ce petit règlement intérieur fait que si on n'est pas d'accord, on peut aller chercher un médiateur, on peut trouver une solution de sortie, on peut envisager de se faire une scission, de séparer ses activités. Voilà, il y a plein de solutions qui existent, mais d'aller coincer le cousin ou la tante ou je sais pas qui, entre les deux, c'est pas un cadeau que vous allez lui faire, alors encore moins l'expert comptable et l'avocat. Une question très terre à terre. Quel est le coût de vos conseils pour création d'une société d'architecture? Ah bah on va vous envoyer la facture.
Alors, ça dépend de la forme. Je ne suis pas normand, mais tous les doigts. Mais ça dépend de la forme. Pourquoi? Parce que, évidemment, entreprise individuelle, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste une déclaration. Si on est en SAS, si on est 2 associés, 3 associés, il y a un peu plus de boulot. On va peut-être faire, justement, on va vous proposer, et on va peut-être vous accompagner en mettant en place un pacte d'associés. Donc, forcément, il y a la rédaction de ce pacte d'associés. Allez, on va dire, si vous donnez les chiffres, on va être entre 500 et 1500 euros, quoi, quelque chose comme ça. Bon, plus les frais de dépôt au greffe, d'annonce légale, etc., qui viennent agrémenter un peu tout ça. Mais voilà, grosso modo, le budget, il est là, quoi. Sachant que ce qui m'importe, c'est pas tellement le budget de ça, c'est, on a parlé tout à l'heure de notion de capital. C'est toujours important aussi de se dire, l'argent que je vais apporter au départ doit correspondre au minimum à mes frais de création, à mes frais d'accompagnement, à mes 2-3 mois de besoin de fonds de roulement. Et donc effectivement, il y a plutôt cette réflexion-là à avoir que de se dire est-ce que je vais économiser 100 balles sur les conseils que je vais pouvoir avoir. Parce que là aussi, évidemment sur Internet, vous avez tout le catalogue de sociétés qui est évidemment possible de créer. Vous allez avoir des modèles dans tous les sens, etc. Vous avez tout ce que vous voulez. Les cabinets d'avocats qui vous font vos statuts pour 300 €. Ça ne veut rien dire. C'est pas si cher que ça, dans la mesure où on est à peu près, on a tous les mêmes tarifs. Maintenant, si, lorsque vous créez votre société, vous avez besoin de 25 rendez-vous avec votre expert comptable ou avec votre avocat, ça va un peu enchérir le coût. Ce qu'il faut, c'est ramener le coût de cette création, qui est pas excessif, avec la durée de vie la durée durant laquelle vous allez pouvoir bénéficier des conseils qui vous ont été donnés pour la rédaction de tout ça. Et là encore, c'est le temps aussi nécessaire à se poser et à imaginer aussi quelle est la meilleure solution dans votre cas particulier. Merci. Il y a une autre réflexion qui me vient ce soir d'expérience, mais qui est aussi une question que se posent les jeunes ADE, notamment quand ils sont déjà salariés avant de faire leur HMO, ils sont salariés, ils voient un peu comment les choses fonctionnent au sein des entreprises dans lesquelles ils travaillent, ils sont salariés. C'est la gestion, c'est-à-dire que la question de la création d'entreprise, c'est une chose, je décale un peu le propos parce que c'est tout à fait la même chose, mais néanmoins, la question de la gestion d'entreprise, c'est-à-dire tenir à flot une entreprise d'architecture, c'est un sujet quand même extrêmement épineux, difficile, parce que d'une part, il y a un certain nombre d'aléas, et un certain nombre, comme je dis, un certain nombre, ça peut être des aléas un peu lourds. Et d'autre part, se constituer une clientèle n'est pas une chose facile, surtout, par exemple, quand on travaille dans le domaine public, il n'y a pas de clientèle. Hein. C'est donc un enjeu systématique pour renouveler, de gagner le concours. Mais même dans le domaine privé, vis-à-vis de la promotion privée, aux acteurs privés, qu'ils soient professionnels ou non, on ne fait pas 2 fois la maison pour la même famille, on ne fait pas 2 fois le cabinet dentaire pour le même SCI de dentiste. Et puis avec la promotion privée professionnelle, ok, il peut y avoir un certain nombre de... Mais ceci dit, bon, rares sont ceux qui ont un panel comme ça de clients privés professionnels qui leur assurent un roulement comme ça long et stable. Et donc ça fait vraiment partie aussi de ces risques, de ces questions que se posent des jeunes et que se posent même des vieux, d'ailleurs, comme vous, sur ce métier, comment l'envisager. Et en fait, tout ça tient, enfin, de mon expérience, je veux bien parler de la sienne, mais d'une sorte d'équilibre à rechercher comme ça entre des opérations qui sont plus ou moins lucratives, d'autres qui sont des gouffres, et puis de trouver cette... Et donc il faut avoir cette agilité-là aussi, et je pense que du point de vue des conseils que peuvent représenter un avocat ou un expert comptable, évidemment qu'ils ne doivent pas ignorer cette situation-là, qui est celle de la majorité des agences que je connais,
qui est donc extrêmement fluctuante, et donc l'appréciation du conseil qui peut être donné, ou même de la forme de société peut-être qui peut être proposée, doit tenir compte de ça. Donc, cette forme très instable, finalement, définitivement instable à ma connaissance, de l'exercice de cette profession. Il faut le métro pour répondre, donc sinon la transmission, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des solutions qui sont apportées par la loi, qui ne sont pas forcément les solutions qui satisfont les architectes. Et c'est vrai que lorsque vous avez un contrat qui tombe, vous avez un besoin urgent et immédiat de personnel compétent, etc. Au départ, c'était un peu difficile. La loi avait quand même aménagé le système de la construction avec ce qu'on appelait les contrats de chantier. Vous avez maintenant, avec les réformes Macron, vous avez une certaine flexibilité qui est introduite par la loi dans l'embauche des salariés. Le problème, c'est que vous avez un problème, c'est que si vous prenez quelqu'un en CDI ou en CDD, en contrat à durée déterminée, ou un contrat de chantier pour telle opération, si ce type ou si cette femme est brillant, vous avez tendance à vouloir le garder, mais vous n'avez pas forcément les fonds pour pouvoir le faire. C'est dans ce sens-là où je vous disais, la loi vous propose un certain nombre de solutions qui ne sont pas forcément les solutions qui vont être recherchées par les cabinets. Mais c'est vrai que l'activité d'architecte, au travers des expériences que j'ai pu voir, c'est que c'est une activité qui est extrêmement rémunératrice dans certains cas, ils sont pas nombreux, et qui est, quelquefois, les cabinets sont sur le fil du rasoir parce que le projet n'est pas terminé, parce que le client n'a pas envoyé les fonds, parce que si vous êtes dans le public, vous êtes sûr que ça va arriver, mais quand, c'est un autre problème. Mais ça, effectivement, il n'y a pas de solution, sauf à prendre des contrats à durée déterminée ou des contrats de chantier qui vous permettent d'adapter le personnel à la charte de travail. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué aussi le principe des outils un peu de pilotage, parce que c'est un métier où il faut quand même être très conscient. J'achète pas et je vends pas. Enfin, je suis pas dans le négoce. Bon, voilà. Et donc, à la limite, quand on est dans le négoce, il faut faire la problématique du stock. Mais vous, il y a vraiment toute cette notion d'engagement, cette notion de durée, de contrat long, etc. Et ça nécessite un pilotage assez fin. D'où l'importance des outils qu'on utilise aujourd'hui, qui permettent de mettre un peu de côté, ou en tout cas de moins mettre la priorité sur l'aspect comptable des choses, c'est-à-dire l'enregistrement des opérations au quotidien, mais de plus avoir des outils qui permettent d'affiner un peu cette notion de pilotage et d'accompagnement. Voilà. Et donc je pense que c'est ça qui est important, toujours cette notion de contrainte-opportunité, la contrainte de la mise en place de la digitalisation, est pour moi une opportunité dans le pilotage que vous pouvez faire, parce que c'est assez fin. Je pense que ça fait partie des métiers qui nécessitent une certaine connaissance de votre métier, une certaine appréciation de votre métier, parce qu'on est quand même aussi sur, vous l'avez dit, sur des choses qui sont évidemment fluctuantes, mais aussi sur des choses qui sont parfois des contrats qui sont relativement longs. Et donc c'est vrai que voilà, ça nécessite une maîtrise assez forte des coûts d'impact et des impacts positifs, mais aussi des moments un peu plus difficiles. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Merci à vous deux, c'était vraiment très très bien. Vous avez souvent parlé d'une expression qui moi aussi me tient à cœur, c'est pas que l'associé. Je pense qu'on devrait faire une aparté, un de ces quatre, sur le terme de pas que d'associé, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à traiter là-dessus, et ça résoudrait peut-être par rapport à la question qui a été posée d'un comptable ou d'un avocat qui serait associé. Je pense peut-être que si un pacte d'associé était bien rédigé, déjà ça permettrait de résoudre des problèmes. Merci à vous et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Merci, au revoir.